Dalida Caveau d'or est brisé par les silences de l'amour de la nuit du 2 au 3 mai 1987. Rue d'Or chante Montmartre. Un silence mortel remplace pour toujours les voix les plus mélodieuses de France. Dalida vient de s'éteindre. Emporte avec elle le secret de ses dernières heures et laissant derrière un message glaçant. Le vie m'est insupportable et pardonnez-moi, mais ce que le monde ignore encore, c'est que cette tragédie était annoncée depuis des années par une malédiction inexplicable. Car il faut vous révéler qu'une vérité bouleversante que peu de gens connaissent chaque homme que Dalida aimait ses deux rêves morts, peu tous, Lucien Morit, d'une balle dans le tête en 1970, Louis Tampos d'une balle dans le temple en 1967, Richard Chanfray. Par asphyxie en 1983 même Mike Bros proche ami confite des fenêtres en 1975. Cette nuit de mai 1987 que Dalida avale son cocktail fatal de barbiturique et de whisky. Elle commettrait suicide. Elle rejoint enfin ceux qu'elle aimait qui l'ont abandonnée de les morts, car derrière l'image de l'édivet triomphant fait derrière les paillettes et les ovations, se cache une femme hantée par un sentiment d'abandon si profond qu'il transforme chaque amour en tragédie annoncée. Imagine qu'un instant porte une telle malédiction. Imagine savoir que votre amour peut tuer. Imagine vivre avec le terreur permanent que le prochain homme qui vous dirait je t'aime prononce en réalité sa propre condamnation à mort. C'était le calvaire quotidien de Dalida. Cette superstition devient une obsession qui le rongeait de l'intérieur jusqu'à les consumer. Entièrement aujourd'hui, nous allons vous révéler les véritables histoires de Dalida, que celle de l'Star internationale qui est vendu 140 millions de disques, mais celle d'Yolanda Gigliotti. Cette petite fille d'Égypte qui n'a jamais cessé de chercher un amour qui ne la trahisse pas, qui ne l'abandonne pas, qui ne meurt pas. Une quête impossible qui le menait jusqu'au bout de ses propres nuits pour comprendre la tragédie de Dalida. Il faut retourner aux sources de ses blessures originelles dans l'Égypte de son enfance. Yolanda Cristina Gigliotti née le 17 janvier 1933 au Caire, dans une famille d'immigrés italiens. Née dès l'âge de 12 ans, elle vit son premier abandon. Son père meurt prématurément après 4 années passées dans les camps pendant la guerre. Cette perte fondatrice marque à jamais cette conception de l'amour masculin. Les hommes que nous aimons sont voués à disparaître. Sa mère Giuseppina devient alors l'unique pilier de sa vie. Yolanda reporte sur elle tout l'amour qu'elle ne peut plus donner à son père. Cette relation fusionnelle avec les figures maternelles crée un modèle affectif particulier. Dalida chercherait toute sa vie des hommes qui pourraient remplacer cette figure paternelle absente. Des Pygmalions, des protecteurs, des pères de substitution. Le contexte de l'Égypte des années 1940-1950 façonne également sa personnalité artistique. Le Caire de cette époque est un carrefour cosmopolite où se mélangent les cultures arabes, italiennes et françaises. Cette richesse multiculturelle donne à Dalida ses capacités uniques à chanter dans plusieurs langues. J'ai touché des publics de toute nationalité, mais elle développe aussi un sentiment de déracinement permanent, ni vraiment égyptienne, ni totalement italienne, ni complètement française en 1954. Yolanda remporte le concours de Miss Égypte. Cette victoire lui ouvre les portes du cinéma alexandrin. Mais elle rêve déjà d'autre chose, et il sent que sa destinée se joue ailleurs. Loin de cette Égypte qui devient politiquement instable, son intuition le pousse vers le front. Ce pays qui fantasme depuis des siècles sur l'origine et ses mystères sont arrivés à Paris en 1954. Coïncide avec un moment charnière de la chanson française. C'est l'époque des variétés modernes. Tous les producteurs cherchent de nouvelles voix capables de rivaliser avec les stars américaines. L'industrie musicale française est en pleine mutation, portée par l'explosion des radios périphériques comme Europe 1 et l'émergence des maisons de disques indépendantes. C'est dans ce contexte effervescent qu'a lieu la rencontre fatidique du 9 avril 1956 à l'Olympia. Lors du concours les numéro 1 de Demain, Dalida, l'interprète étrangère au paradis, devint un parterre de professionnels, dont les salles. Lucien Morit, directeur artistique d'Europe 1, vit un double coup de foudre amoureux et professionnel. Cet homme de 33 est ambitieux et visionnaire. Voit immédiatement le potentiel de cette beauté méditerranéenne à rêve chaude. Mais ce qui semble être une chance providentielle cache déjà les germes de la tragédie future. Lucien Morit n'est pas seulement tombé amoureux du talent de Dalida. Il est littéralement obsédé par cette personne. Il divorce précipitamment de sa première épouse pour se consacrer entièrement à sa créature. Cette relation ambiguë, mélange de sentiments personnels et d'intérêts professionnels, établit un modèle que Dalida reproduirait sa vie entière. La transformation d'Yolanda Dalida s'opère sous les directions méthodiques de Maurice. Il lui fait enregistrer Bambino en 1956, adaptation française d'une chanson napolitaine. Le succès est foudroyant, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Premier passage tel. Première partie de Charles Aznavour. Dalida découvre l'ivresse de la célébrité. Cette drogue qui comblerait temporairement son vide affectif, mais derrière cette ascension fulgurante se cache une réalité plus complexe. Dalida épouse Lucien Morit en 1961. Non par amour passionné, mais par reconnaissance et par peur de l'abandonner. Il avoue plus tard l'avoir épousé plus par reconnaissance professionnelle que par amour. Cette confession révèle un trait fondamental de sa personnalité. Dalida confond amour et gratitude, affection et dépendance professionnelle. Cette période révèle aussi ses capacités extraordinaires qu'incarner les rêves de toute une génération.
Avec ses cheveux platinés et ses robes scintillantes sous sourire radieux, elle devient l'archétype de la femme libérée des années 960, elle représente l'exotisme accessible. L'horreur domestiqué et les sensualités sont danger. Le public français trouve en elle l'incarnation de ces fantasmes méditerranéens pourtant. Derrière cette image de bonheur parfait, Dalida vit déjà ses premiers déchirements. Son mariage avec Maurice se fissure rapidement, elle entame une liaison avec Jean Sobieski. Acteur peintre. Révèle ainsi son besoin compulsif d'être aimé par plusieurs hommes simultanément. Cette polygamie affective traduit une angoisse profonde, multiplie les amours pour diminuer le risque d'abandon. Son divorce avec Maurice en 1962 marque le début de sa descente aux enfers sentimentales. Elle découvre qu'elle peut briser les cœurs autant qu'être brisée. Cette révélation n'était jaillie. Elle commence à soupçonner qu'elle porte en elle une forme de malédiction amoureuse. Cette conviction d'abord superstitieuse deviendra avec les années une obsession maladive qui empoisonnerait toutes ses relations futures. Année 1960 voit l'apogée artistique de Dalida, mais aussi l'approfondissement de sa détresse personnelle, il enchaîne les succès internationaux. Tout multiplie des liaisons passionnelles destructrices. Chaque nouveau tube masque un peu plus sa souffrance intime, chaque ovation publique contraste cruellement avec le silence de sa solitude privée. Les années 960 marquent l'apogée professionnelle de Dalida, mais aussi le début de sa chute émotionnelle, fort de ses premiers succès. Elle développe une carrière internationale qui le mène de l'Olympie aux plus grandes scènes européenne, comme Prime les enfants du PVT PK Pinocchio. Chaque nouveau titre confirme ses places au sommet de la variété française, mais cette réussite apparente cache une fragilité croissante car Dalida découvre le prix véritable de célébrité, l'impossibilité de distinguer l'amour sincère de l'attraction pour le star. Chaque homme qui l'approche devient suspecte. L'aime-t-il vraiment ou aime-t-il Dalida d'image publique? Cette question le torture et l'amène à multiplier les relations pour tenter de trouver un amour authentique, mais chaque échec renforce sa conviction qu'elle est condamnée à la solitude. Sa liaison avec Jean Sobieski de 1961-1963 lui donne l'illusion d'un amour désintéressé. Cet acteur peintre ne dépend pas d'elle. Professionnellement, il semble l'aimer pour elle-même, mais cette relation révèle un autre aspect de la personnalité de Dalida, son besoin maladif de contrôler ses partenaires. Elle ne supporte plus que Sobieski mène sa propre carrière indépendamment d'elle, il veut être le centre unique de ce qui reproduisait ainsi le schéma de dépendance qu'elle avait vécu avec Maurice. Les ruptures avec Sobieski en 1963 les plonge dans une phase dépressive qu'elle cache soigneusement. Publique, pour les premières fois, elle découvre le tranquillisant et le somnifère qui deviendront ses compagnons fidèles jusqu'à la mort. Cette médication lui permet de maintenir ses performances scéniques tout en anesthésiant sa douleur psychique. Elle entre ainsi dans le cercle vicieux de la dépendance chimique. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'elle rencontre Louis Tanco en 1966, ce chanteur italien de 28 ans ténébreux romantique incarne tout ce dont elle rêve, un homme passionné artiste, qui semble comprendre sa sensibilité d'artiste. Leur coup de foudre est mutuel et total. Pour le première fois depuis longtemps, Dalida croit avoir trouvé son âme sœur. Louis Tanco représente pour elle l'amour absolu, fusionné presque mystique. Ils projettent de se marier en avril 1967 et décident de participer ensemble au festival de son remous avec le chanson Ciao Amor Ciao. Cette collaboration artistique et sentimentale lui donne l'impression d'avoir enfin trouvé l'équilibre parfait entre vie privée et carrière professionnelle. Mais Louis souffre d'une blessure d'orgueil qui empoisonne leur relation qu'il ne supporte plus d'être éclipsé par les célébrités de Dalida, chanteur talentueux mais encore méconnu. Il vit douloureusement d'être présenté comme le fiancé de Dalida plutôt que comme un artiste part entière. Cette frustration le pousse vers l'alcool et les anxiolytiques. Le 27 janvier 1967 au festival de San Remo tout bascule. Louis, sous l'emprise de l'alcool et des calmeurs, livre une prestation catastrophique. L'élimination de leurs chansons par le Poggi le plonge dans une rage destructrice. Il fustige publiquement les organisateurs et dénonce la corruption du festival. Humilie Dalida par ses déclarations incohérentes, ce qui suit restera jamais gravé dans le mémoire de Dalida. Louis y retourne dans leur chambre d'hôtel et se tire une balle dans la tête. C'est elle qui découvre son corps. C'est elle qui lit ses lettres de suicide, puis il explique être fatigué d'avoir consacré sa vie à un public qui ne le comprend pas. En quelques secondes, le grand amour de sa vie devient son premier cauchemar. Cette découverte macabre provoque chez Dalida un traumatisme dont elle ne se remettrait jamais. 3 jours après les funérailles de Louis, elle tente de le rejoindre en aval d'une dose massive de barbiturique. Seule l'intervention rapide de son frère Orlando les sauve de justesse. Cette première tentative de suicide marque le début de sa longue descente aux enfers psychologiques. Les presses de l'époque titrent sans vergogne Dalida est maudite. Cette formule cruelle entre dans l'opinion publique l'idée qu'elle porte malheur aux hommes qu'elle aime. Dalida, superstitieuse comme beaucoup de Méditerranéennes, intériorise progressivement cette malédiction. Il commence à se considérer comme responsable de la mort de Louis, culpabilité qu'il rongerait jusqu'à sa propre mort. Ce carrière paradoxalement profite de cette tragédie. Le public ému par son malheur lui témoigne un soutien massif.
Ses concerts suivants sont des triomphes teintés de compassion. Mais Dalida comprend avec amertume qu'on l'aime autant pour ses souffrances que pour son talent. Elle devient prisonnière de son image de diva tragique, condamnée à alimenter perpétuellement le mythe de femme fatale maudite les mois qui suivent. Révèle l'ampleur de ce détresse, elle s'isole de plus en plus, refuse de nouvelles relations sentimentales. Se réfugie dans le travail obsessionnel, ses proches décrivent une femme transforme. Hantée par les remords, persuadée que son amour tue. Cette conviction maladive transforme chaque rencontre masculine en source d'angoisse fatale. Encore qu'aux mort d'un innocent 1970, l'annonce du suicide de Lucien Maurice achève de les convaincre qu'elle est réellement maudite, son ex-mari s'est tiré une balle dans le tête de leur ancien appartement parisien, 9 ans après leur divorce, bien qu'il ait maintenu de bonnes relations. Dalida se sent responsable de cette nouvelle tragédie, deux hommes aimés. De suicide, la malédiction se confirme. Novembre 2017 de la nuit glaciale de Montmartre. Les dernières heures de Dalida commencent, rentrant de ce ultime concert turc. Elle s'enferme dans sa maison de rue d'Orchamps. Ses proches remarquent immédiatement son état, elle semble éteinte, ne parle plus. Fume compulsivement. Quelque chose en elle s'est définitivement brisé lors de ces représentations qu'elle savait être. Les dernières ce que peu de gens savent, c'est que Dalida a passé ces derniers jours rédige méticuleusement sa sortie de scène. Elle écrit 3 lettres à son frère Orlando, à son dernier compagnon François Naudy. Et ce message bouleverse son destin pour publier et Vim est insupportable. Pardonnez-moi, ces quelques mots résument seuls 30 ans de souffrance accumulée, mais ce qui révèle le mieux l'état de son âme. C'est sa dernière conversation avec Orlando, puis je ne supporte plus cette solitude, tous les hommes que j'ai aimés sont morts, tous. Je suis fatigué de porter cette malédiction, ces paroles, rapportées par son frère des années plus tard, montre à quel point elle était convaincue d'être responsable des suicides de ses amants. Car la liste macabre s'était encore allongée, en un 983 Richard Chanfray, avec qui elle avait vécu 9 ans. S'était suicidé par asphyxie dans ses voitures avec sa nouvelle compagne, même Maïdouin. Son ami proche et confié s'était défenestré en un 975 chaque nouveau drap. Dalida se sentait un peu plus coupable. Un peu plus maudite sa dernière relation avec François Naudet, médecin marié qui refusait de divorce, avait achevé de les convaincre qu'elle était condamnée à l'échec sentimental. Cette déception, finale après tant d'autres, l'avait plongée dans une dépression si profonde que même ses médicaments habituels ne venaient soulager plus. Le 2 mai 1987, Dalida était supposée assister à une représentation de cabaret au théâtre Mogador et dîner ensuite avec François Naudy, mais elle annule tout au dernier moment. Ces derniers mots se gouvernantes sont prophétiques ce soir. Je vais enfin retrouver l'épée, à minuit. Elle avale son cocktail mortel, s'allonge sur son lit, habillée de ses plus belles robes comme pour un ultime spectacle. Ce que révèlent les témoignages de ces derniers jours, c'est l'ampleur de son épuisement existentiel. Dalida de se suicider par dépit amoureux par échec professionnel, elle se libérait d'un fardeau devenu insupportable, avec les convictions d'être une tueuse d'amour, une femme fatale au sens le plus tragique du terme. Sa mort provoque un choc comparable à celle d'Edith Piaf. 1 million de personnes accompagnent son cercueil dans les rues de Paris. 15 millions de téléspectateurs suivent ses obsèques, mais derrière cet hommage populaire se cache une réalité plus complexe et le public français perd non seulement qu'une grande voix, mais aussi le symbole vivant de ses propres angoisses amoureuses, l'ironie ultime de cette tragédie. C'est que Dalida meurt au moment où elle aurait pu enfin connaître le bonheur. Ses derniers albums rencontrent un succès critique inédit. Une nouvelle génération découvre son talent. Elle pourrait enfin vieillir sereinement, mais elle ne le voit pas. Aveuglée par 40 ans de souffrance accumulée, sa mort révèle aussi l'ampleur du malentendu qui redéfinit toute son existence. Le public l'aimait pour son glamour et ses joies de vivre apparentes, ignorant sa détresse profonde, et qui chantait du bonheur, l'amour, la fête. Vivait en réalité dans l'angoisse permanente de faire souffrir ceux qu'elle aimait. Cette dichotomie entre l'image publique radieuse et la réalité privée douloureuse expliquant partie son épuisement final après avoir exploré les recoins les plus sombres de la vie de Dalida. Nous vous trouvons face à une question troublante, comme une femme qui incarnait la joie de vivre et l'amour de la vie a-t-elle pu sombre de une si profonde détresse? Les réponses nous éclairent sur les mécanismes destructeurs de la culpabilité et sur le pouvoir terrifiant de superstition. Notre analyse nous amène à une conclusion dérangeante. Dalida n'est pas morte de suicide de ses amants, mais de la conviction qu'elle en était responsable. Cette culpabilité maladive, nourrie par les circonstances tragiques, amplifiée par une presse sensationnaliste, créait chez elle une prophétie autoréalisatrice. Plus elle se croyait maudite, plus elle attirait des hommes fragiles et instables. Il faut comprendre que les personnalités de Dalida présentaient tous les traits qui attirent les personnalités suicidaires. Beauté fatale, le succès éblouissant, la générosité émotionnelle excessive, ses amants de se tuer à cause d'elle. Mais malgré elle, ils étaient déjà porteurs de leurs propres failles. Quand ils les rencontraient, Dalida devenait simplement le révélateur de leur fragilité préexistante. Cette attirance mutuelle entre Dalida et les hommes fragiles révèle un mécanisme psychologique complexe, marqué par la mort précoce de son père. Elle recherchait inconsciemment des figures masculines blessées qu'elle pouvait sauver. Ses
Amoureux de leur côté, voyaient en elle mère idéale, protectrice et inconditionnellement aimante. Cette dynamique malsaine crée des relations fusionnelles destructrices. Nous pensons que Dalida aurait pu être sauvée par une psychothérapie appropriée, mais la mentalité de l'époque, surtout dans le milieu du spectacle, considérait la thérapie comme un aveu de faiblesse. Les stars étaient censées incarner les forces et l'invulnérabilité. Avouer ces failles psychologiques était impensable pour une vedette internationale. Son entourage professionnel avait également sa part de responsabilité. Managers, producteurs et journalistes ont exploité sa détresse pour alimenter son image de diva tragique. Chaque nouveau drame devenait un argument marketing. Chaque larme publique se transformait en disque rendu. Cette exploitation commerciale de ce souffrance l'empêchait de guérir. Mais ce qui nous frappe le plus dans cette histoire, c'est les dimensions universelles de ce souffrance. Combien de femmes se sentent responsables des échecs de leur relation et combien portent le poids de culpabilité qui ne leur appartiennent pas? Dalida, dans cette tragédie, incarne ces tendances féminines et s'accuse de tous les mots relationnels. Son parcours illustre aussi les dangers de la célébrité pour les personnalités fragiles. La notoriété peut masquer temporairement les blessures narcissiques, mais elle ne les soigne pas. Pire, elle peut les amplifier, créer un décalage insurmontable entre l'image publique parfaite et la réalité privée imparfaite. Nous refusons cependant de voir Dalida uniquement comme une victime. Elle aussi fait des choix parfois destructeurs pour elle-même et pour ses partenaires. Sa tendance les possessions amoureuses, son besoin de contrôler ses relations, sa difficulté à accepter l'autonomie de ses compagnons ont certainement contribué aux tensions qui menaient aux tragédies. Finalement, nous pensons que Dalida mérite notre compassion plutôt que notre fascination morbide et vécue. Une authentique tragédie humaine, amplifiée par les projecteurs mais fondamentalement semblable à celle de millions de femmes anonymes. Ces morts nous rappellent que derrière chaque sourire public peut se cacher une immense détresse. Privé, son héritage musical demeure immense et 140 millions de disques vendus. Des chansons devenues immortelles. Une voix qui continue d'émouvoir 40 ans après sa mort, mais son véritable legs réside peut-être dans cette leçon douloureuse. L'amour ne devrait jamais devenir un fardeau de culpabilité. Et personne ne devrait porter seul le poids de tragédie qui le dépasse. Il existe des silences plus éloquents que tous les discours. Il existe des absences qui résonnent plus fort que toutes les présences. 37 ans après ça, mort, Dalida continue de nous hanter. Non pas seulement comme l'icône de la chanson française qu'elle fut, mais comme le symbole bouleversant d'une quête d'amour qui s'est transformée en calvaire. Regardez cette dernière photo d'elle, prise quelques jours après sa mort. Observez ce sourire qui ne parvient plus à illuminer son regard. Cette beauté intacte qui ne peut plus masquer l'immense lassitude de l'âme. C'est le visage d'une femme qui cessait de lutter contre ses démons, qui va enfin accepter que certaines blessures ne guérissent jamais aujourd'hui encore. Que Gigi l'amoureuse s'élève dans un café. Quand il venait d'avoir 18 ans, passe à la radio. Quand mourir sur scène fait vibrer les haut-parleurs d'une voiture. Quelque chose d'indéfinissable nous serre le cœur. Ce n'est pas seulement de la nostalgie musicale, cette reconnaissance inconsciente d'une douleur universelle, celle de l'amour qui blesse autant qu'il console. Car qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette tragédie? C'est peut-être la découverte que derrière le masque de la femme fatale se cache une petite fille qui avait juste peur d'être abandonnée. C'est des révélations que nos idoles les plus rayonnantes portent parfois les blessures les plus profondes. C'est l'incompréhension troublante que l'amour peut devenir un poison quand il se mélange à la culpabilité. Dans une époque où les réseaux sociaux transforment chacun performeur de son propre bonheur, où l'on cultive son image publique avec un soin maniaque, l'histoire de Dalida résonne avec une actualité glaçante. Elle nous rappelle que derrière les sourires Instagram et les success stories se cachent parfois des détresses que personne soupçonne. Chaque fois qu'une femme se sent responsable de l'échec de sa relation, chaque fois qu'une star cache sa dépression derrière son sourire professionnel, chaque fois qu'une personnalité publique s'effondre malgré sa réussite apparente, l'esprit de Dalida revient un peu, car elle incarne avec une intensité tragique cette malédiction moderne qui transforme l'amour en source de culpabilité. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête désespérée d'un amour qui ne trahit pas, qui ne déçoive pas, qui ne meurt pas. Nous avons tous fait notre échec, nos propres superstitions amoureuses, nos propres peurs de l'abandon, nos propres culpabilités relationnelles, les différentes. C'est que la plupart d'entre nous les vivons dans l'anonymat. Dalida les exposer sous les projecteurs du monde entier. Si Dalida avait vécu notre époque, avec nos connaissances en psychologie, nos thérapies spécialisées, notre compréhension des mécanismes de dépression, aurait-elle connu un destin différent? Ou était-elle condamnée par sa nature mère, par cette sensibilité extrême qui faisait de feu ses forces artistiques et ses faiblesses existentielles? La question restera jamais sans réponse. Mais peut-être est-ce son véritable legs de nous interroger sur notre propre rapport à l'amour, sur nos propres peurs de l'abandon, sur notre tendance à nous accuser de malheurs qui nous dépassent. Dalida, ses grandeurs et ses misères, notre miroir dérangeant sur nos propres fragilités sentimentales. Alors les prochaines fois que vous entendrez sa voix d'or chanter l'amour ou la mélancolie, rappelez-vous que derrière cette puissance vocale se cachait une femme qui n'a jamais cessé de chercher la paix du cœur, et peut-être est enfin l'a-t-elle trouvée dans ce silence éternel qu'elle choisit par une nuit de mai. Tous les projecteurs se sont éteints pour toujours et vie lui était devenue insupportable, mais
Maintenant, vous savez pourquoi.